la rétrospective de la semaine. C'est dans une ambiance rythmée par une série de prestations d'artistes que débute la 26e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou FESPACO. Il est 17h au stade Issoufou Joseph Kodombo lorsque le chef de l'État fait son entrée à bord d'un véhicule accompagné de Alimata Salambere, l'une des pionnières du FESPACO. Après avoir effectué le tour du terrain du stade, ceux-ci prennent place à la tribune officielle et l'hymne national est entonné. Au cours de la cérémonie, le président du comité d'organisation saisit l'occasion pour rendre un hommage aux différents dévanciers du festival, Yacouba Traoré. Je voudrais rendre un hommage particulier, un hommage appuyé au comité d'organisation de la première édition en février 1963, dirigé par notre constat, la deuxième femme à présenter le journal télévisé au Burkina, Madame Alimata Salambere. Pour le ministre en charge de la culture, le cinéma est indispensable pour la promotion des valeurs des peuples africains. Il note par ailleurs que la culture est un outil nécessaire dans la lutte contre l'extrémisme violent. Abdul Karim Sango. Le contexte sécuritaire dans certains de nos pays interpelle sur l'apport réel de la culture dans la prévention et la lutte contre l'extrémisme violent. Hormis la promotion des valeurs positives du vivre ensemble par le dialogue interreligieux et interculturel, il est plus que nécessaire que la puissance de l'image soit véhiculée à travers les écrans pour magnifier les idéaux et les valeurs de nos peuples. Cette cérémonie d'ouverture du cinquantenaire du FESPACO a connu la présence du pays invité d'honneur, le Rwanda, qui a tenu le public en haleine avec son ballet traditionnel. Akilitan ou Mémoire en fuite en langue djoula est un film fiction long métrage de 75 minutes qui interpelle sur la perte de la mémoire collective filmique du Burkina avec l'inondation de la médiathèque en 2009. Pour susciter un questionnement aux spectateurs, le réalisateur décide de raconter l'histoire par bribes à travers des séquences éparses et anachroniques. Isiaka Konaté. C'est un film qui a commencé juste après les inondations du 1er septembre 2009 quand la cinémathèque africaine de Ouagadougou a été inondée. C'est le point de départ du film. J'ai commencé à le filmer pour faire un film documentaire, mais de plus en plus ça a évolué. Il y a une fiction qui est venue et tout est construit maintenant autour de ce personnage amnésique et sa vie vient par morceaux comme ça. Et ça sera au spectateur chaque fois de relier les choses. À travers ce film, le réalisateur critique également la conservation des archives et de la mémoire collective filmique à travers le numérique. Aujourd'hui, on crie beaucoup que le numérique, mais le numérique, c'est-à-dire que ce qu'on conserve en numérique et qu'on lit, dans 10 ans, 15 ans, ces lecteurs ne pourront plus lire. Donc ça veut dire que le problème va rester entier. Et on se rend compte, nous, du cinéma, on a laissé la pellicule pour le numérique, mais on se rend compte que la pellicule conserve mieux que le numérique. Donc c'est un combat perpétuel en fait. Akilitan ou Mémoire en fuite est un mélange de documentaire et de fiction et est en compétition pour le talon de Nyenenga. Rescapé d'un massacre dans son pays en Haïti, le héros Francis Dérance immigre en Côte d'Ivoire à la recherche de ses origines. Avec l'éclatement de la crise post-électorale en 2010, le héros, à la recherche de sa femme qui a accouché dans un hôpital, tombe dans les mains d'une bande de truands et fut sauvé de justesse par sa fille de 12 ans, Ayla, qui l'avait négligé au profit de son fils. Ainsi, la réalisatrice Apolline Traoré dit vouloir interpeller sur deux thématiques d'actualité. J'ai voulu parler de la guerre, les conséquences de la guerre évidemment, et qu'est-ce qu'une guerre pouvait faire à un être humain. Et aussi, je voulais parler de la transmission du nom. Est-ce que c'est important de transmettre son nom si c'est une fille ou bien c'est un garçon? C'est vrai que le garçon va perpétuer le nom, mais la fille aussi peut être une personne extraordinaire pour cette transmission-là. Et c'est avec beaucoup d'émotion et de satisfaction que les cinéphiles apprécient le film. J'ai trouvé le film super, c'était vraiment super. Ça fait une fierté de voir un film comme ça, qui est un film burkinabé, un film rempli d'émotions. Moi je pense
pense que c'est un film à cocher. Apolline a revisité à sa façon la guerre en Côte d'Ivoire, qui me paraît bien capté, bien filmé, bien tourné. Le jeu, la caméra est plus que bonne. Le jeu d'acteur campé surtout par la fillette est bien porté. Donc je trouve que le film est un bon film. Peut prétendre au podium. Le film d'Errance de 95 minutes est en lice avec 20 autres films pour les Talons d'Or de Nyenenga. L'audition du général de brigade Pengre Noma Zagré s'est poursuivie ce lundi au tribunal militaire de Ouagadougou avec les questions et observations de la partie civile et de la défense. Interrogé par Maître Prosper Farama sur l'attitude de la hiérarchie militaire qui aurait selon le général Diendéré manqué de fermeté, le témoin explique que la stratégie militaire est un art qui consiste à garder la liberté d'action et l'essentiel pour le commandement était d'atteindre des objectifs. Ces objectifs étaient selon lui mettre un terme au coup de force, libérer les autorités et assurer la sécurité des populations. Le chef d'état-major général des armées au moment des faits précise que tous ces objectifs ont été atteints. Il estime par ailleurs que la hiérarchie militaire est restée fidèle au règlement et à la discipline militaire et qu'elle n'a surtout pas enfreint aux lois en vigueur au Burkina, encore moins violé des droits humains. À la question de Maître Prosper Farama de la partie civile de savoir si la mission héliportée n'explique pas un dysfonctionnement de l'armée ou plutôt un acte matériel de soutien au putsch, il répond par la négative, expliquant qu'avec le contexte, il fallait faire preuve d'intelligence. Évoquant la mutinerie de 2011 ayant secoué également le RSP, le général Zagré souligne que des soldats avaient attaqué les domiciles de certains chefs militaires dont le général Diendéré et contraint même le président Compaoré à quitter momentanément le palais. Pour lui, à cette période, le général Diendéré avait des responsabilités, mais cela ne fait pas de lui l'ordonnateur de ses actes. Lorsque le général Diendéré dit avoir bénéficié du soutien de la hiérarchie militaire, le général Zagré répond que la hiérarchie a bien signifié au général Diendéré que son entreprise qu'il a qualifiée de forfaiture était vouée à l'échec. Mieux, il explique que si la rencontre a duré de 17h à 0h pour être suspendue afin d'échanger avec les éléments du RSP et prendre fin à 3h du matin, cela est une preuve que la hiérarchie avait opposé un refus catégorique. Toutefois, a-t-il insisté, dans le contexte où le président et d'autres autorités étaient pris en otage, il fallait faire attention. Si on ne l'avait pas fait ainsi, on allait cristalliser les esprits et le pire pourrait arriver, a-t-il déclaré. Il ajoute qu'en dehors de ce qu'ils ont adopté comme solution, toute autre action aboutirait sur des affrontements. Le général Pengre Noma Zagré affirme aussi n'avoir jamais refusé de répondre à une quelconque convocation de la justice militaire. Pour lui, cela s'inscrit dans la logique de campagne de dénigrement de la hiérarchie militaire, nourrie et entretenue selon lui dans les organes de presse et sur les réseaux sociaux. L'ancien chef d'état-major général des armées nie également avoir voulu attenter à la vie du général Diendéré le 29 septembre 2015, expliquant que les tirs sur le camp n'étaient que pour dissuader et non détruire. Après avoir écouté le général Zagré, le général Diendéré, apparemment abattu par la vigueur des propos tenus par son promotionnaire, commence par se dire étonné de la façon dont le général Zagré le traite. « Je ne savais pas qu'il y avait un différend entre nous. Je n'avais jamais cru un instant qu'il me traiterait de la sorte, a-t-il déploré. Sur les différentes déclarations faites par le général Zagré, le général Diendéré viendra les remettre en cause. Avant de suspendre l'audience, le président du tribunal a rejeté la demande de mise en liberté provisoire formulée par l'adjudant Jean-Florent Nyon comme étant mal fondée. L'audience de ce mardi 26 février a été essentiellement marquée par une série d'observations formulées par les avocats de la défense. Prenant la parole, Maître Latif Dabo a dénoncé l'attitude politique de la hiérarchie militaire durant la transition, car celle-ci siégeait à plusieurs organes, dont le CNT. Dans ces développements, il réfute les déclarations du directeur général de la police, selon lesquelles le général Gilbert Diendéré l'aurait appelé à 5 reprises. Il note par ailleurs que le témoin à la barre, le général Pengre Noma Zagré, a eu suffisamment le temps de s'imprégner de ce qui se dit à l'audience afin d'adapter sa déposition. Un avis également partagé par Maître Olivier Yelkouni, avocat du général Gilbert Diendéré. Maître Mireille Bari, une autre avocate de la défense, note qu'il y a des éléments à décharge en faveur du colonel-major Bourema Kéré, du capitaine Abdoulaye Dao et du commandant Aziz Korogo, suite aux auditions de l'ex-chef d'état-major
de l'armée de terre et de l'ex-chef d'état-major général adjoint des armées. Le témoin, le général Zagré, a d'ailleurs fait savoir que le commandant Korogo a joué un rôle positif pour une issue pacifique de la crise. Le général Gilbert Diendéré a été également appelé à la barre pour réagir sur les déclarations de l'ex-chef d'état-major général des armées. Il dit maintenir ses déclarations quant à sa demande de maintien d'ordre, chose que le général Zagré a acceptée en son temps. Il affirme aussi avoir été annoncé en tant que président du CND par le général Zagré lors de la réunion du 16 septembre 2015. Il déclare avoir été gêné et que c'est sur insistance qu'il a occupé le siège du chef d'état-major général des armées. Le général Diendéré ajoute que le général Zagré était bien au courant de la mission héliportée, contrairement à ce qu'il a déclaré à la barre. S'agissant des troupes qui convergeaient vers Ouagadougou, Gilbert Diendéré note que le chef d'état-major général des armées n'était pas informé. Il estime également qu'il y a eu une récupération de ce mouvement des troupes de la part du général Zagré. À la suite de l'ex-chef d'état-major général des armées, c'est l'ancien secrétaire général du ministère de la Défense Alassane Moné qui a été appelé à la barre pour sa déposition. Il indique avoir reçu un appel du général Diendéré qui l'informe de l'arrestation des autorités de la transition. Il demande la tenue d'une réunion de la CRAD qui se tient le 16 septembre. Durant donc cette réunion, le général Diendéré justifie le coup d'État par l'exclusion du jeu électoral de certaines personnalités, le refus de modifier le statut des forces armées nationales et la dissolution du RSP. Le témoin note que la hiérarchie militaire s'est opposé à la décision de coup d'État et a déployé une mission au camp Nabakom pour rencontrer le RSP et qui s'est soldée par un échec. La suite de l'audition de Alassane Moné, c'est pour ce mercredi à partir de 9h. L'audience de ce mercredi s'est poursuivie avec l'interrogatoire du témoin Alassane Moné, secrétaire du ministère de la Défense nationale et des anciens combattants au moment des faits. Il fait remarquer dans sa déposition, à l'instar des autres membres de la commission de réflexion et d'appui aux décisions CRAD, que la hiérarchie militaire s'est opposée au coup d'État à partir du 16 septembre 2015. Le témoin est également revenu sur l'attitude de l'accusé Limon Kajak, son chef secrétaire au moment des faits. Poursuivi pour complicité d'attentat à la sûreté de l'État, maître cause et blessure volontaire, le lieutenant Limon Kajak est impliqué dans le dossier du POUS pour son rôle d'agent double servant le secrétaire général Moné et le RSP. Le témoin, tout en reconnaissant les mérites et les qualités de l'accusé, a assuré qu'il a appris qu'il aurait eu des tractations avec certaines personnes, mais que compte rendu ne lui a pas été fait. Mais l'accusé a précisé à l'audience que ces tractations n'étaient pas en rapport avec les événements du coup d'État, mais d'un marché de l'expertise des écoutes téléphoniques qu'il estimait irrégulier. Il professe d'ailleurs que c'est son refus à donner suite à ce dossier qui lui a valu son inculpation. Le témoin est également revenu sur le rôle joué par le chef de corps par intérim du RSP, le commandant Abdoulaziz Korogo. Selon ses explications, c'est lui qui l'avait instruit de rester au RSP pour faciliter les négociations avec les éléments du RSP. Toutefois, il dit ignorer les actes que le commandant a posés à l'instar de la signature des laissez-passer du CND, de l'instruction de la mission de récupération du matériel d'ordre au Togo et celle d'occupation de la place de la nation. De l'avis du conseil du commandant Abdoulaziz Korogo, le fait de demander au commandant de rester au camp implique un certain nombre d'actes à poser. Les conseils du général Diendéré, maître Abdou Latif Dabo et Olivier Yelkouni ne feront pas de cadeau aux témoins. Pour eux, le secrétaire général a participé à la rencontre des secrétaires généraux des ministères convoqués le 18 septembre par le général. Ils ajoutent que les témoins auraient même fait le point de la situation de son ministère au cours de cette réunion. Pour les témoins, il s'est juste présenté à la rencontre, mais n'a pas fait le point de la situation de son ministère. Pour lui, il y était en tant que commis de l'État chargé d'assurer le fonctionnement du ministère et non en tant que personne qui soutient le CND. Pour ce qui est de sa présence à l'aéroport à l'accueil de la délégation des chefs d'État de la CEDEAO, le témoin avance qu'il y est allé car il avait l'habitude d'y aller. Sauf que pour cette fois-ci, c'est une autorité illégale qui a convoqué toutes ces rencontres, lui lance maître Yelkouni Olivier.
Je n'ai fait que jouer mon rôle, rétorque le colonel-major Monet. Pour le bâtonnier maître Mamadou Sombier, ce sont ces prises de position ambivalentes de la hiérarchie militaire qui ont conduit aux exactions connues pendant le coup d'État. Pour lui, une armée qui se dit républicaine doit être ferme quand la vie de la nation est en danger. Il accuse de ce fait la hiérarchie militaire d'être complice des maîtres et des coups et blessures volontaires du putsch. L'audience se poursuit vendredi 1er mars au tribunal militaire. Les colonels-majors Mamadou Traoré et Touandamba Koulibaly sont les deux témoins entendus ce vendredi dans le cadre du dossier du putsch manqué de septembre 2015. Tous gendarmes et membres de la commission de réflexion et d'aide à la décision CRAD, ils ont participé aux rencontres des 16 et 17 septembre au ministère de la Défense. Leur version des faits converge vers celle de leurs camarades du commandement déjà passés à la barre. Bien que le colonel-major Touandamba Koulibaly ait pris la rencontre du 16 septembre en cours, les deux témoins sont unanimes sur le fait que le général de brigade Gilbert Diendéré, dans son intervention, a confirmé l'arrestation des autorités de la transition. Pour justifier cette situation, le cerveau présumé du putsch aurait, selon eux, avancé des questions politiques, notamment l'exclusion, la dissolution du RSP et l'article 160 du statut général des forces armées nationales. Les témoins expliquent que la hiérarchie a opposé un refus catégorique et exige la libération des autorités. Comme le colonel-major Naba Théodore Palais, le général de brigade Pengnom Zagré et d'autres témoins déjà passés, les colonels-majors Mamadou Traoré et Touandamba Koulibaly sont formels. Le général Diendéré et le colonel-major Kéré sont partis faire le point des propositions aux éléments du RSP avant de rendre compte de leur refus. C'est alors qu'une délégation se rendra au camp Nabakom 2, mais cette dernière essuiera des menaces et sera contrainte selon ses témoins à rebrousser chemin. Cet épisode continue d'être mis en cause par les deux accusés qui indiquent n'avoir pas fait plusieurs allées et venues. Le colonel-major Kéré se défendra d'ailleurs en signifiant que du fait de sa mobilité à cette période et de nombreux appels qu'il recevait, cette proposition pourrait avoir été faite, mais à son absence, et conteste s'être rendu au camp pour discuter avec les hommes. Pour le parquet militaire, la convergence des déclarations de la hiérarchie militaire est la preuve que la vérité est unique. Si le parquet n'avait pas cité ses témoins, c'est cette même défense qui dirait que le parquet n'est pas guidé par la recherche de la vérité, a-t-il ajouté. Maître Zaliatou Aouba de la défense, pour sa part, dit ne pas comprendre comment il est possible que la hiérarchie oppose un refus catégorique et discute avec des putschistes jusqu'à 3 heures du matin. Pour elle, cette durée ne s'explique que par une sorte de débat autour des modalités d'accompagnement du putsch. Pour le colonel-major Touandamba Koulibaly, chef d'état-major de la gendarmerie au moment des faits, à la rencontre du 17 septembre, le général Zagré a exprimé son mécontentement par rapport aux exactions et a demandé au général Diendéré de faire entrer les éléments en caserne. Ce dernier, selon lui, aurait demandé à la hiérarchie de prendre en charge le maintien de l'ordre. J'ai répondu que je ne peux pas le faire. Il m'a demandé pourquoi. J'ai dit que c'est parce que je n'avais pas de grenade, a-t-il déclaré. L'actuel attaché de défense à l'ambassade du Burkina à Paris indique que la gendarmerie avait pourtant du matériel, mais qu'il s'agissait d'une stratégie. Le matériel acquis, la gendarmerie ne l'a pas utilisé, a-t-il fait savoir. Le colonel-major Koulibaly affirme par ailleurs que la gendarmerie pendant la période a fait face à de nombreuses provocations d'éléments du RSP, mais n'a pas répondu. En exemple, il cite des tirs aux alentours du camp Paspanga et une mitrailleuse postée à la délégation des anciens combattants en direction du camp Paspanga. L'audition des témoins se poursuit le lundi prochain. Le Burkina Faso a bénéficié de la paix sociale pendant des années parce que quelque part nous avions un deal qui était là. Ces propos du président Roch Kaboré confiés à la radio allemande Deutsche Welle en marge de sa visite en Allemagne la semaine dernière ne sont pas du goût de l'opposition politique au burkinabé. D'où cette question de Alphonse-Marie Ouédraogo de l'Union pour la Renaissance démocratique mouvement sankariste. Quand le régime de Blaise Compaoré pactisait avec les terroristes, quel rôle exact a-t-il joué lui, à l'époque, président du parti au pouvoir, le CDP, président de l'Assemblée nationale ou Premier ministre? À défaut d'une réponse clairement assortie de preuves, nous nous demandons si le président Kaboré n'était pas complice des terroristes à l'époque des faits, au même titre que ceux qui l'accusent.
L'opposition politique ne comprend pas pourquoi des terroristes peuvent venir échanger avec le président Kaboré et repartir tranquillement. Quand le président du Faso confirme que des terroristes sont venus le voir, discuter et repartir paisiblement, c'est absurde et révoltant. En effet, au nom de quel deal le président Kaboré a pu permettre à des terroristes qui ont massacré des Burkinabés et des Africains de venir à Kosiam et de repartir sans être arrêtés? Se demandant si les déclarations du président Kaboré à l'étranger ne sonnent pas comme un aveu d'impuissance, l'opposition dit attendre des réponses à ces différentes questions à lui poser. Mais en attendant, elle entend que si le président Kaboré sait qui attaque le Burkina, qu'il envoie le chercher, le juger, le condamner pour que les attaques cessent. La solidarité et l'union entre les travailleurs afin d'éviter le piège de la division, ce sont les principaux vœux formulés par le secrétaire général de la Confédération générale du travail du Burkina, CGTB, par ailleurs porte-parole du collectif syndical CGTB à l'endroit du monde des travailleurs et du peuple burkinabé pour cette année 2019. Des vœux qui, selon lui, relèvent d'une grande importance au regard des difficultés rencontrées au cours de l'année 2018. Bassolma Bazier. Nous pouvons dire que l'année 2018 a été marquée par beaucoup de difficultés. Il y a le renchérissement continu du coût de la vie avec l'ensemble des mesures politiques draconiennes qui sont mises en œuvre dans notre pays de façon sauvage. Et c'est en cela que nous invitons l'ensemble des travailleurs et le peuple burkinabé à savoir se rehausser et aller au-delà des émotions. Travailler à renforcer notre unité pour qu'ensemble on puisse faire face à l'ensemble de ces maux, de sorte à magnifier la mémoire des dévanciers que nous représentons. Tout en se réjouissant des luttes menées par son organisation, le secrétaire général de la CGTB a laissé entendre que pour cette année 2019, sa structure n'entend pas dormir sur ses lauriers. Le leader syndical a ajouté de ces faits qu'il n'y aura pas de trêve sociale tant qu'il n'y aura pas de justice sociale. La trêve sociale, si on comprend bien français, une trêve sociale est une conséquence. La cause, c'est la justice sociale. Donc, de cette façon-là, il faut qu'on ait le courage, la lucidité, la maturité, le patriotisme à faire en sorte à savoir que l'histoire nous regarde. Donc une trêve sociale, c'est une conséquence. C'est comme si vous pincez quelqu'un, vous lui dites ne criez pas. Donc si on met les populations en danger, nous allons crier. Donc si on ne nous met pas en danger, ça va se constater de soi-même. Cette cérémonie a été également une occasion pour la CGTB de rendre hommage à leurs dévanciers et également aux victimes des attaques terroristes. Vous êtes présent à ce cinquantenaire du FESPACO à travers votre film Pardon pour Kalsaka, un film documentaire long métrage. Parlez-nous un peu de ce film. Quand on invoque le nom de Kalsaka au Burkina, en tout cas, les gens, c'est lié à l'or. Parce que c'est quand même un endroit où il y a toujours existé l'or. Donc le Burkina a lancé dans les années 2000 ce qu'on appelait le boom minier pour exploiter l'or du Burkina. Et Kalsaka va être l'une des premières mines à être ouverte. La mine a été fermée en 2014. Donc moi je me suis dit, bon, on connaît les mines qui s'ouvrent. On sait quand les mines s'ouvrent, ils annoncent des milliers d'emplois, de l'argent. Mais on ne sait pas quand les mines sont fermées, qu'est-ce qui se passe. Parce que malheureusement, tous les mines qu'on est en train d'ouvrir aujourd'hui, ils vont se fermer un jour. Donc le mieux serait déjà de savoir quand c'est fermé, qu'est-ce que c'est, avant de continuer à ouvrir. Donc le film, un peu, c'est comme un film avant-gardiste qui tire sur la sonnette d'alarme pour qu'on prenne nos précautions et comprendre ce que ça veut dire. Quand on a fini d'extraire l'or, qu'est-ce que ça devient, cet endroit-là et cette localité et les gens qui y vivent. Pourquoi vous êtes intéressé à cette thématique-là? Ça me concerne parce que je suis burkinabé et tout ce qui est burkinabé va me concerner. Aujourd'hui que le boom minier, on appelle entre guillemets, mais le citoyen ordinaire n'arrive pas à percevoir la dividende ou le changement par rapport à ce boom minier. Et même le gouvernement, nous qui savons lire et écrire, nous avons les rapports, en tout cas concernant la part qui revient à notre État. Et nous savons que dans une situation normale, on a l'impression que l'État ne tire pas bénéfice des mines par rapport à plusieurs raisons. Vous avez traité également d'une thématique similaire dans votre film intitulé La sirène du Faso Fani.
Quel est le message que vous voulez faire passer à travers tous ces films? Il faudra que nos États ou voilà, ceux qui nous dirigent, ceux qui vont nous diriger aussi demain, comprennent que la richesse d'un pays, c'est pour les populations. Et quand on est au gouvernement ou qu'on a la charge de prendre des décisions, on a pour mission de défendre les intérêts de l'État quoi qu'il arrive. On doit tout faire pour tirer le bénéfice maximum. Mais ce n'est pas le cas souvent dans nos pays africains. Ce n'est pas le sujet seulement du Burkina. Vous verrez qu'on ferme des usines de façon anarchique. On ferme aussi des mines, on les exploite, des matières premières, on les exploite aussi de façon anarchique. Et à la fin, c'est les populations qui en pâtissent. Moi, je fais toujours des films, entre guillemets, utiles. Des films qui interrogent le quotidien, les films qui parlent de nos réalités locales pour porter sur des questions universelles, justement comme ce que vous l'avez déjà souligné. Faso Fani, puis Kwador pour Kalsaka, ça parle de la gouvernance mondiale économique. Donc c'est des films qui parlent de l'universalité, qui parlent comment et tous ces multinationales et tous ces libéraux capitalistes nous dirigent. Alors vous êtes également promoteur d'un festival de cinéma documentaire dénommé Koudou Doc. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce festival-là? Ce festival Koudou Doc qui a été créé il y a à peu près 6 ans a pour mission et pour objectif de défendre le cinéma documentaire et de le faire connaître, de le diffuser au large maximum au sein de nos populations, car le documentaire c'est ce qu'on appelle le cinéma réel, et ce cinéma réel là, les populations sont très proches de ce genre de cinéma, mais malheureusement on se rend compte que on est dans un pays où ce cinéma n'est pas bien vu, et que même si les autres genres de cinéma, il n'y a pas beaucoup de salles de diffusion, et beaucoup encore moins pour le documentaire. Donc notre objectif c'était de combler un peu un vide, et puis aussi désengorger Ouagadougou qui est plein d'activités culturelles, et que à côté souvent il y a des villes où il n'y a pas grand chose, et Koudougou c'est presque comme la deuxième ville universitaire. Il y a beaucoup une population universitaire à Koudougou, jeune, qui a besoin d'être cultivée, qui a besoin qu'on les offre des choses pour réfléchir, et voilà, il ne faut pas juste les offrir les maquis, et il faut les offrir aussi d'autres choses utiles pour le cerveau. Donc c'est dans ces conditions et dans cette vision-là que Koudou Doc a été créé. Le FESPACO célèbre ses 50 ans, 50 ans après. Vous qui êtes dans le milieu, comment vous observez l'évolution du cinéma burkinabé? Bon, moi je suis venu au cinéma il y a à peu près 20 ans par le prisme de la technique, qui est un métier du cinéma, donc caméraman. Et moi je vois aussi comment les choses ont évolué, parce que ça a changé. Quand j'arrivais, on était dans pleine transition. Moi j'ai fait partie des premiers qui ont été formés par l'État burkinabé à travers sa direction de la cinématographie en numérique. Donc fait partie de cette vague qui a vu partir la pellicule, et aussi qui a vu renaître le numérique, dont on parle aujourd'hui comme si c'était une nouvelle technologie, alors que c'est une technologie qui a été peut-être déjà 30 ans ou 40 ans ailleurs. Mais chez nous en Afrique, au Burkina, ça paraît comme une nouvelle technologie. Donc pour moi, le cinéma burkinabé par rapport à ce qu'il était, se traverse des déserts pendant plus de 10 ans après le PAS, dans les années 90, qui va recommencer à se mettre en route en 2000, dans les années 2000. Pour moi, je ne peux pas dire que je suis satisfait, mais je pense qu'on est sur la bonne piste. On a une nouvelle forme d'écriture, on a une nouvelle forme de genre, de réflexion cinématographique qui se pose, avec beaucoup plus prise de risques, avec beaucoup aussi de maîtrise de l'environnement dans lequel les gens veulent évoluer. Donc pour moi, c'est la perfection qui va déterminer. Dans les peut-être 10 ans encore, on sera au top niveau, comme il y a eu justement 50 ans en arrière. Quelles sont vos attentes vis-à-vis du politique pour une véritable industrialisation du cinéma burkinabé? Excusez-moi, le terme, c'est pas pour faire méchant, mais la politique doit être éduquée à la question cinématographique. La politique doit être éduquée qu'il y a une économie, que le cinéma, quand ils disent industrie, c'est pas juste le mot, et qu'il faut rentrer dans cette industrie, comprendre comment cette industrie peut être lancée et comment l'État et la politique doivent se comporter. Il m'a tout l'air que nos politiques ont toujours ce rapport de donneur. On va leur donner ça, on va les subventionner. Non, il ne faut pas avoir ce rapport, il faut avoir un rapport d'investisseur, créer les conditions de mise en place d'une vraie industrie. Je ne sais pas si c'est les cinéastes qui ne font pas bien leur travail, ou c'est la politique qui est campée et qui n'y croit pas du tout.